Pour le 3 novembre, reporté au 21 novembre, les pourparlers entre le gouvernement congolais et les rebelles étrangers et locaux de Nairobi au Kenya sont annulés. Est-ce à ce net moment le FARDC ont maintenant le destin de tout un peuple? Quelle stratégie à mettre en place pour protéger, sauvegarder l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo? Insalubrité, insécurité à Kinshasa. Kinshasa, la capitale, est-elle devenue une capitale invivable? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom. On a l'immense plaisir de recevoir ce soir Philippe Kazadi. Philippe Kazadi est secrétaire national chargé de communication de l'ADP, c'est parti politique cher à Christophe Lutundula. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bien portant? Ouais, ça va très bien. Avec Philippe Kazadi, nous aurons donc à scruter tous ces différents sujets d'actualité au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'entrée de jeu, Philippe Kazadi annoncé le 3 novembre, reporté au 21 novembre, c'est pour parler des Nairobi, qualifié des dialogues de paix entre le gouvernement congolais et les rebelles étrangers et locaux opérant à l'est de notre République, la RDC, sont annulés. Est-ce un motif de joie déjà par rapport à cette annulation? Non, c'est pas un motif de joie. Ce qui peut constituer la joie ou un motif de joie pour nous, RDC, c'est l'instauration de l'intégrité territoriale et de la paix à l'est de notre pays. Tout le reste ne peut pas constituer un sujet de joie ou un motif de joie pour nous. Alors, vous avez dit que c'était annoncé et puis reporté, et puis maintenant c'est le pourparler avec le groupe armé s'est annulé sur, bien entendu, orientation du président de la République. Mais mon frère, je crois que il faudrait par moment que les choses soient dites en face. Il vous souviendra que il a été demandé par le gouvernement congolais que le groupe armé vienne poser les desiderata et aux institutions en place pour que les institutions voient dans quelle mesure résoudre ce problème. Parce que déjà, aucun groupe armé ne se bat pour chercher à conquérir le pouvoir. Aucun groupe armé ne se bat parce que il est contre les institutions en place. Ça veut dire qu'ils ont donc des revendications qui peuvent être portées ou prises en charge par le pouvoir, le régime en place, et qui va voir dans quelle mesure répondre positivement ou négativement à leurs attentes. Mais tout ça sans qu'il n'y ait de mort, sans que l'intégrité territoriale de notre pays ne soit menacée. Certains groupes armés sont rentrés dans la logique du gouvernement. Il y a un groupe armé qui est instrumentalisé, qui est au fait la main noire d'un régime voisin du Rwanda, pour ne pas les citer, à monter les enchères parce qu'il voulait avoir une table de négociation directe avec le gouvernement pour présenter, je ne sais quel cahier de charge. Alors, on constate que la bonne foi du gouvernement d'écouter et d'apporter solution aux problèmes de ces groupes armés, cette bonne foi est régulièrement trahie. Alors, dites-moi, à quoi ça sert de poursuivre, de pourparler, de poursuivre des échanges ou d'écouter ceux qui n'écoutent que le langage des armes? Parce que nous pensons que, en tant que démocrate et dans un monde civilisé, il n'est pas important de faire parler les armes. Que les arguments s'opposent et que la lumière puisse jaillir aux confrontations des idées pour les bien de notre population. Peut-être qu'ils ont raison sur certains points, mais la démarche qu'ils adoptent de tenir les armes et tuer nos compatriotes est insupportable. Et je crois qu'il est plus que temps pour le gouvernement, pour le président de la République, pour nos forces armées, de pouvoir bouter par la force, hors d'état de nuire, tous ces groupes armés. Bouter hors d'état de nuire ces groupes armés. Quelle a été premièrement la motivation de la reprise de ces pourparlers? Est-ce que c'est par rapport à l'occupation de Bunagana, Rutshuru au centre par le 1-23 que la communauté internationale a estimé bon que le gouvernement en place puisse enfin négocier avec ce groupe armé qui était en train d'occuper, il avait déjà gagné certains terrains de notre pays? Déjà, il ne faut pas faire la confusion entre les groupes armés qui sont
en Nairobi et le M23 qui occupe plutôt Bunagana et Rutshuru Centre. Le M23 ne veut pas du processus de Nairobi. Et le gouvernement des Congolais a déjà dit qu'il ne négociera pas avec le M23 qui est qualifié d'un mouvement terroriste. On ne négocie pas avec les mouvements terroristes. Maintenant, il y a d'autres mouvements, d'autres groupes armés. Vous savez, il y en a plusieurs à l'Est. Mais le mouvement le plus dangereux, parce qu'il est porté par un pays voisin, qui est le Rwanda, c'est le M23. Et donc, face à ces mouvements, il n'y aura pas de négociation, en fait. Jusqu'alors, selon la volonté du gouvernement et la décision du gouvernement, il n'y aura pas de négociation avec le M23, qu'ils fassent ce que bon leur semble. Et nous allons faire parler les armes face à ceux-là. Mais par rapport à ceux qui écoutent la voix de la raison, on peut aujourd'hui peut-être s'annuler, demain on peut reprendre les échanges, parce que le gouvernement est là pour porter les désidératas des groupes sociaux de la population et voir dans quelle mesure apporter des revendications, et disons des réponses positives. Imaginez que les professeurs d'université, parce qu'ils ont des revendications, ils disent on tient aussi les armes. Imaginez que le médecin, les infirmiers qui ont aussi des revendications disent nous devons aussi tenir les armes. Où est-ce qu'on va aller avec ces pays? Philippe Kazadi, alors qu'est-ce qui explique ces changements de Kazakhs, ces changements de la situation au moment où la République démocratique du Congo a accepté que Uhuru Kenyatta, l'ancien président kenyan, puisse venir dans notre pays, faire des consultations avec les autorités, les deux présidents du Parlement, les diplomates exerçant ici à Kinshasa. Et puis, un lendemain, il n'y a plus de négociations. Pourtant, c'était la voie c'est pour parler de Nairobi. Oui, mais parce que justement, il y a est-ce que c'est l'expression populaire ou bien c'est... Il y a ce qui est connu du grand public, il y a ce qui n'est pas connu. Mais là, nous nous attelons ou nous nous limitons à analyser ce qui est perceptible. C'est que nous constatons que depuis un temps, le gouvernement a appelé ses groupes armés à venir parler, à venir négocier. Mais pour l'instant, le gouvernement dit, niet, ça s'arrête là. Et puis ça s'arrête. Donc, voyons voir ce qui va suivre par après. Je ne voudrais pas être prophète, je ne voudrais pas faire de la devinette ici, mais je veux tout simplement vous dire qu'il faut voir les choses à venir, c'est que sera la réaction du gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut voir d'autres options, viser d'autres options que c'est pour parler de Nairobi. Peut-être que dans l'entretemps, les groupes armés ont estimé que pour parler n'avait plus leur raison d'être et qu'ils déposeraient les armes d'ici peu. Il n'y a pas de raison de se rencontrer encore. Qui dépose les armes et qui se conforme aux lois de la République. Lorsque vous avez des revendications à faire, faites-les conformément aux lois de la République. Je viens de le dire tantôt ici, que si les professeurs d'université, qui ont aussi des revendications, on en a déjà parlé une fois sur ce plateau, ils ont même grévé, ils ont des revendications et s'ils doivent aussi dire que nous devons tenir les armes pour imposer notre volonté au gouvernement, où irions-nous avec notre pays? Où irions-nous? Donc, s'ils sont véritablement des Congolais, ils doivent absolument abandonner les armes et adopter une attitude républicaine, se conformer aux lois de la République et poser le désidérata comme la loi l'exige. Personne ne refuse à aucun Congolais de poser ses désidérata au gouvernement. Et le gouvernement a l'obligation, je dis bien, a l'obligation de répondre à ces désidérata. Mais seulement, la réponse ne peut pas forcément être positive selon les attentes de ceux qui revendiquent. Pas question de négocier avec... Chaque chose a aussi son temps. Non, pas question de... Il y a un temps pour négocier et il y a un temps pour se taire. Pas question de négocier pour l'instant avec le M23 qualifié d'un groupe terroriste. Philippe Kazadi, la population, qui doit comprendre la population par rapport à tous ces balais diplomatiques au moment où le pays est agressé? On a vu dans notre pays Joao Lourenço, le président angolais, le président burundais, Ndayishimiye, l'ancien président Uhuru Kenyatta, aujourd'hui Ruto qui s'entretient avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, un rapport justement avec la sécurité de la sous-région. Quel message d'écouter par rapport à tous ces balais diplomatiques? Alors il faut déjà retenir que le gouvernement congolais a fait l'option de la voie diplomatique parce qu'elle était la moins coûteuse en termes de vies humaines, mais c'est coûteuse de manière financière. Alors,
comme nous avons opté pour la voie diplomatique, c'est tout à fait normal que vous voyez tous ces gens défiler parce que nos portes sont grandement ouvertes et nous sommes vraiment disposés à discuter avec tous les interlocuteurs valables, mais pas avec les terroristes. Maintenant, il y a autre chose. C'est que vous allez constater que lorsque le rebelle a occupé le territoire de Bunagana ou de Rutshuru Centre, on n'a vu aucun responsable régional ou sous-régional ou mondial aller voir les mouvements lever son rebelles, doigt pour condamner et aller voir les mouvements rebelles pour dire non, n'avancez pas, reculez à vos positions initiales. On n'a vu personne. Mais lorsque le FARDC commence à taper fort, à faire parler le feu, avec les avions de chasse, c'est à ces moments-là qu'on voit tous ces gens s'agiter pour venir dire au gouvernement arrêtez, ne tirez pas, ne tuez pas, ne faites pas ceci. C'est justement parce que la RDC, je le répète à maintes reprises sur votre plateau, la RDC est victime d'un complot international. C'est ainsi que vous trouverez la raison de leur embargo déguisé, qui veut que l'agresseur achète les armes, c'est d'autres munitions, dispose des armes sophistiquées plus que même la force onusienne, selon le secrétaire général. L'agressé est interdit d'acheter les armes. Mais l'agressé est interdit de pouvoir se procurer les armes dont il a besoin. Ça n'a aucun sens. Donc tout ça, c'est la preuve que sur la question de l'insécurité dans la partie est de notre pays, comme je l'ai toujours rappelé ici, nous devons taire nos divergences politiques parce que qui que ce soit qui serait au pouvoir aujourd'hui n'éteindrait pas le velléité d'occupation de notre territoire de Paul Kagame et de ses acolytes. Donc ici, il est question de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Nous faisons face à un complot international et pour faire obstacle à ce complot international, il faut une mobilisation interne, il faut un sursaut patriotique, il faut un engagement citoyen et militaire pour faire face à ces incursions, bien sûr, des rebelles, mais aussi à ces complots internationaux et voir dans quelle mesure sauvegarder notre territoire et notre intégrité. Sauvegarder notre intégrité territoriale. Philippe Kazadi, à l'époque sous régime de Joseph Kabila Kabange, on a défait ces groupes rebelles sur la voie diplomatique, bien évidemment. Il y a eu des accords qui ont été signés qui demandaient à ce que le M23 ne puisse plus porter les armes pour agresser ses frères de notre pays. Mais aujourd'hui, pensez-vous que sous les régimes de Tshisekedi, c'est la voie des armes qui va primer, qui sera au-dessus de la voie diplomatique en ce qui concerne bien évidemment ces rebelles du M23? Le M23 n'existait pas. C'est le Rwanda. Mais en fait, en réalité, que veut le Rwanda? Le Rwanda veut annexer une partie du territoire de la RDC à son territoire. Ou à défaut, créer la balkanisation de la RDC et créer un état tampon entre la RDC et le Rwanda, un État qui serait bien entendu sous sa direction, sous son emprise, son gouvernement, son emprise. Pourquoi? Parce que justement, les rebelles qui sont là sont des pions, des manipulés du Rwanda. Donc, si aujourd'hui il y a un État qui est là-bas, c'est le Rwanda qui aura emprise sur ça. C'est ça que le Rwanda veut. Et il n'y a pas de M23. Mais supposons que le M23 c'est un label du Rwanda. Oui, supposons que le M23 existerait. Qu'est-ce que ce groupe rebelle peut revendiquer aujourd'hui ou peut chercher à obtenir aujourd'hui qu'il n'a pas obtenu à l'époque de Joseph Kabila? On demande brassage. On a fait le brassage. On demande mixage, réintégration de l'armée. On a fait tout ça avec Joseph Kabila. Mais pourquoi des accords politiques ont été signés avec Joseph Kabila? Qu'est-ce que le M23 veut encore aujourd'hui qu'il n'a pas pu obtenir hier? Hier, je crois que Kabila avait tout donné aux rebelles. Mais c'est pourquoi je dis que tout ce qu'on peut faire face au M23, parce que le M23 n'existe en réalité pas, c'est le Rwanda. Et nous devons connaître qu'est-ce que veut le Rwanda. Et je viens de le dire, c'est soit d'annexer une partie de notre territoire à son territoire, soit de créer un État tampon. Donc,
Le M23 qui est un éventail qu'on utilise, c'est de la distraction, c'est de la poudre aux yeux. La vérité, c'est que nous, et d'ailleurs en Angola, le Rwanda, il a été demandé à la RDC de négocier avec le Rwanda. Mais le Rwanda, d'un côté, n'est pas être acteur dans la sécurité dans l'Est de la RDC, mais de l'autre côté, accepte de négocier directement avec le gouvernement congolais. C'est paradoxal quand même. Donc, de plus en plus, c'est prouvé et c'est acté que c'est le Rwanda, le M23, c'est le Rwanda qui est derrière le M23, c'est le Rwanda qui a le label de M23. L'RDC. Une autre manière d'appeler le Rwanda, le M23. Donc, il n'y a rien d'autre que ces mouvements rebelles peut revendiquer aujourd'hui ou pour réclamer aujourd'hui qu'il n'a pas obtenu hier. Tout ce qu'il faut, c'est que nous devons nous imposer en tant qu'État, à travers nos forces armées, à travers nos services de sécurité, pour garantir la sécurité de nos frontières et la sécurité intérieure. Est-ce qu'on peut garantir la sécurité de l'intégrité de notre pays avec cet embargo qui pèse sur la RDC d'achat d'armes, par exemple? Mais bien entendu, l'embargo est une entorse, l'embargo est une injustice, mais il doit finir. Il doit finir, c'est pourquoi les chefs de l'État et les ministres des Affaires étrangères qui sont autour de là sont résolument engagés sur le plan diplomatique pour que cette mesure soit levée. Pour que cette mesure soit levée, parce qu'elle ne se justifie plus, et où elle ne se justifie pas dans les contextes actuels de la situation en RDC, où vous avez un régime qui est totalement ouvert aux échanges, totalement ouvert aux négociations, au dialogue, mais de l'autre temps, on lui fait la guerre, comme s'il refusait de négocier. Et comme s'il refusait de recevoir les desiderata de qui que ce soit. Donc, c'est une mesure plutôt injustifiable, injuste, et ça doit être élevé. Donc, avec ou sans cet embargo, nos forces armées se déploieront toujours pour sauvegarder l'intégrité territoriale, pour sauvegarder la souveraineté de notre pays. Donc, si ça n'est de trop, comme ça l'est aujourd'hui, nous recourons aux forces voisines, aux forces amies, pour nous appuyer. Mosée l'a fait. On a vu les Namibiens, les Angolais venir ici, l'aider, et après ils sont partis. Donc on est dans la même dynamique, parce que je l'ai toujours dit ici, que le FARDC font face à deux armées régulières, plus le mouvement rebelle. Des armées régulières. Régulières. L'armée du Rwanda, l'armée de l'Ouganda. Malgré qu'on a des opérations conjointes avec l'Ouganda. C'est dévoilé, mais bon. Là, il faudra stopper cette coopération avec l'Ouganda. Le gouvernement en est bien conscient. Si ces pays est cité parmi le gouvernement en est bien conscient, et ce n'est pas une leçon que qui que ce soit voudrait donner au gouvernement. On est bien conscient, mais chaque chose se fera à son temps et à sa manière. Chaque chose se fera à son temps et à sa manière. Espérons que non. Nous devons premièrement nous liguer derrière le FARDC pour vaincre ces ennemis de notre pays et puis protéger en bon escient l'intégrité territoriale de notre pays. Parlons-en à présent de l'insécurité et l'insalubrité à la ville de Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire à haute et intelligible voix que la ville de Kinshasa est vivable? Et je réponds que la ville de Kinshasa devient de plus en plus invivable. C'est insupportable. Il suffit de prendre son véhicule pour faire un tour sur le grand boulevard, les grandes artères de la ville, et vous vous rendrez compte comment la vie des Congolais est en danger, en plein capital. Nous avons l'impression qu'il n'y a aucune police qui existe à Kinshasa. Il n'y a aucune police. Qu'il n'y a pas de police à Kinshasa. Malgré que si vous arrivez à marcher, à moins de 10 mètres, on voit des policiers. Non, attention. La police a pour vocation d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est ce qui est fait. C'est aussi dire qu'il faut veiller au respect de loi. Mais tel que les gens, les conducteurs des motos, se conduisent à Kinshasa, on ne peut pas dire que vraiment il y a une police qui assure la sécurité de ces personnes. Parce
qu'au quotidien, ils sont en danger. Et au quotidien, on enregistre des accidents. Le gouverneur de la ville a essayé de régulariser ces secteurs. De quelle manière? En appelant à tout le conducteur de moto d'acheter des casques, d'avoir un numéro. Non, mais le problème, c'est pas d'acheter des casques. Le problème n'est pas d'acheter des casques. Le problème n'est pas d'avoir la plaque d'immatriculation. La plaque, c'est pour faire entrer l'argent. Mais la sécurité de ces personnes, comment ils conduisent dans la voie publique? À tout moment, ils sont tamponnés par des véhicules. Et ce sont des propriétaires de véhicules qui deviennent victimes pour rien. Ils sont soit arrêtés, soit obligés de payer des sommes énormes, ainsi de suite. Les histoires là des 3 pneus ne peuvent pas rouler sur le boulevard de Kinshasa. On appelle ça moto Gizi. C'est moto Gizi. Ne peuvent pas rouler à plein vue de Kinshasa quand même. Où il faut. Mais il y a des communes, où on voit ces motos. Si vous allez sur Rokangaba Université. Non, mais sur le boulevard Lumumba. Vous quittez de Tchangou, de l'aéroport, jusqu'à... Avec ces motos Gizi. Ils sont là. Ces conducteurs et leurs motos sont là. Et ils ne respectent rien du tout. Donc les gens sont en insécurité. Mais qu'est-ce dire des chauffeurs qui ont les 207, les YAS, comme on les appelle ça à Kinshasa, tout ça. À qui incombe la responsabilité de tous ces dérapages observés dans le chef de moto? Il y a une complicité entre ce malfrat et la police. Parce que vous allez voir, vous venez dans un sens, un véhicule qui va dans le sens contraire. Il croit même avoir raison et il voit les policiers là et puis il donne quelque chose et on les laisse passer. Donc je voudrais vraiment demander au numéro 1 de la police de la ville de Kinshasa de mettre en place des inspecteurs même en tenue civile pour voir les comportements des policiers qui sont déployés dans le carrefour, dans les grandes artères et de sévir et de sanctionner. Il faut sanctionner. Il n'y a pas des gens qui reviennent à la conscience de leur propre gré. Il faut les sanctionner. Tout le monde a tendance à jouer. Là, il faudrait que le commandant rappelle à l'ordre ses troupes. Oui, mais il faudrait que l'instruction vienne d'en haut. De toute façon, tout ce qui ne va pas à Kinshasa en termes de sécurité, c'est le numéro 1 de la police qu'on voit et c'est le gouverneur de la ville que nous voyons. Alors, mais vous avez parlé aussi de l'insalubrité. L'insalubrité. Vous voyez ce qui se passe lorsqu'il pleut à Kinshasa. Vous voyez ce qui se passe lorsqu'il pleut à Kinshasa. Il n'y a pas où mettre le pied. Il n'y a pas où mettre le pied. Tous les caniveaux sont bouchés. Et une fois qu'on tente de le curer, on stocke le déchet à côté et à la prochaine pluie, tout rentre dedans et on recommence, un éternel recommencement, comme c'est devenu une véritable COP des ONG ou je ne sais pas moi de quel service. Alors, ils préfèrent entretenir ça comme ça. Mais il y a une autorité qui va rendre compte. Et au niveau de la police, et au niveau du gouvernorat, le gouverneur de la ville est là. Est-ce que le gouverneur travaille? Gentili Ngobila, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que vous avez suivi avec moi lors de cette dernière réunion du Conseil de ministres, le chef de l'État a tapé sur la table appelant le gouverneur de la ville, Gentili Ngobila, à travailler en collaboration avec ses partenaires, ses bourgmestres des communes pour l'assainissement, tirage des caniveaux, chose qui n'est pas faite. À moindre tombée de la pluie, il y a débordement, il y a, je ne sais pas quoi dire. Le gouverneur de la ville est le représentant du chef de l'État au niveau de la province. Donc Gentili Ngobila est Fachi en miniature. Donc si le numéro 1, le président de la République, doit tenir un tel discours, je crois que les jours qui suivraient, Gentili devrait démissionner. Il a appelé même avec le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, lors de ce conseil de ministres. Parce que ça, c'est un aveu de désaveu du chef de l'État vis-à-vis de ce gouvernement. Malheureusement, cette culture de démission n'existe pas dans notre pays. Peu importe. Mais il y aura un temps où parce qu'il va passer par les élections, il y aura un temps où il y aura des sanctions, bien sûr. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on arrive là. Moi, ce que je demande, j'interpelle l'autorité du gouverneur. Monsieur le gouverneur, monsieur le responsable de la police, vous voyez la situation de la circulation à Kinshasa. C'est invivable, c'est insupportable. Ça fait la honte de la République. Tout visiteur qui vient ici a toujours la mauvaise impression au regard de la situation dans nos routes.
Monsieur le gouverneur, monsieur le vice-gouverneur, voyez la situation de l'insalubrité à Kinshasa. C'est insupportable. Les caniveaux sont bouchés comme pas possible. On ne peut pas mettre le pied nulle part lorsqu'il pleut à Kinshasa. Je vous implore, faites quelque chose. La ville se meurt. C'est pas possible. Vous appelez le chef de l'État, tout consort. Alors, que font les députés provinciaux, là, élus dans chaque commune? Est-ce qu'ils ne remarquent pas, ils ne constatent pas ces banditismes urbains qui prend de plus en plus d'autres proportions? La tombée de la pluie, lorsqu'il y a des débordements, tout consort. Il y a eu, on a enregistré même des morts lors de la dernière pluie ici, dans la ville de Kinshasa. Que font ces députés provinciaux? Mais bon, ils font ce qu'il faut. On voit qu'il y a un vide. Est-ce qu'il y a des délits il y a des mentions pour sanctionner, par exemple, le patron de l'exécutif provincial? Je crois que non. Je crois qu'ils font rien. Parce qu'ils parlaient, s'il y avait des mentions, on entendrait parler. Mais il semblerait que même les initiatives sont étouffées dans l'œuf. Et c'est déplorable. C'est difficile d'en parler. Moi, j'habite Tchangou, je connais la situation qu'il y a au niveau de l'entrée abattoir juste après l'arrivée à Njili. Mais c'est indescriptible, c'est insupportable. Et ces gens des motos, au-delà du fait qu'ils ont brûlé des véhicules des gens, on connaît l'histoire ici à Kinshasa. Il suffit qu'un véhicule cogne sur une moto, non, c'est le véhicule qui devient victime. Non, on voit les images lorsqu'il y a la pluie. Là. On brûle, voilà. Voilà, catastrophique. Voilà, donc c'est grave, c'est extrêmement grave. Ça, c'est la ville. Et là, le gouverneur roule normalement, sans problème, sans s'inquiéter C'est le miroir de la République. Vous voyez que le roi belge vient au Congo, mais rentre par Kinshasa. C'est la porte. Avec les élèves, quoi. C'est la porte d'entrée de la République. C'est la porte d'entrée. Kinshasa devrait refléter une certaine beauté, une certaine discipline au niveau des forces de l'ordre, au niveau des services de sécurité, tout comme au niveau des usagers de la route. Les marchés, comment on les appelle? Le marché qu'on explique. Les marchés pirates. Les marchés pirates. Les marchés pirates. On peut beau dire que les gens souffrent. On peut beau dire que les gens doivent se débrouiller pour vivre. Tout ça, c'est bon. Mais quant à maintenir la propreté de la ville, tout le monde devrait s'impliquer et tout le monde devrait comprendre qu'on ne peut pas vendre partout, on ne peut pas se permettre tout, pourvu que notre ville soit propre. On s'achemine lentement mais vers la tenue des élections en République démocratique du Congo de 2023, comme la prévoit notre Constitution. Comment déjà vous vous préparez au niveau de l'ADP? Bien entendu, nous préparons à affronter ces échéances avec beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination et beaucoup de confiance. Parce que cette fois-ci, nous voudrions avoir beaucoup d'élus au niveau national, au niveau provincial, et ainsi donner au chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce que nous allons soutenir sa candidature, une majorité confortable, une majorité digne de ses aspirations, digne de sa vision. Nous ne sommes pas d'accord que les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui, c'est dans la volonté du chef de l'État. Non. Maintenant, pour affronter ces échéances, nous avons redynamisé le parti. La hiérarchie a mis en place, a nommé un nouveau secrétaire général. Le parti est en pleine redynamisation. À la personne de maître John Mbombo, un jeune, aussi jeune que toi et moi, excusez-moi de te tutoyer, qui est aussi engagé avec tous les autres jeunes du parti de pouvoir affronter ces élections-là. Et ainsi, nous lançons donc un appel à tous les ambitieux, au niveau de Kinshasa comme au niveau de l'intérieur, de se joindre à nous pour que nous puissions constituer un front commun, un front efficace pour affronter les élections et ainsi dégager autant d'élus pour que nous puissions participer demain à la gestion de la République d'une autre manière. Chez nous, nous avons pour slogan la démocratie, la solidarité et le travail dans l'excellence. C'est comme ça que vous savez que nous, de Lutundula, nous qui appartenons à son école, nous sommes, au-delà d'être élégants, mais nous faisons un effort de faire le travail avec beaucoup d'excellence.
Avec beaucoup d'excellence. Est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État doit vraiment compter sur l'apport considérable de l'ADP en termes d'organisation, tout consort? Mais bien sûr, j'avais déjà dit une fois ici que nous avons une touche que nous pouvons apporter dans la majorité. C'est le sérieux, c'est l'excellence dans le travail. C'est le plein intellectuel, même dans un vide politique. Parce qu'il y a des gens ici qui font du plein politique dans un vide intellectuel, une vacuité intellectuelle. Et nous, au sein de l'ADP, nous, c'est la profondeur, c'est la réflexion, c'est la méthode, c'est l'excellence dans le travail. Vous n'avez qu'à voir comment Christophe Lutondola travaille au ministère des Affaires étrangères, quelles que soient les critiques, et vous allez vous rendre compte de l'évident de ce que je suis en train de vous dire. Il y a certaines opinions qui condamnent même Christophe Lutondola lors de la dernière réunion de Luanda, où il était autour du même table avec le ministre des Affaires étrangères rwandais, tout consort pour parler Congo. Écoutez, on fait la guerre, on nous fait la guerre, mais on discute. On ne va pas arrêter de discuter. Même les Russes et les Ukrainiens se parlent. Bien que la guerre continue sur le terrain. Donc on fait la guerre, mais on se parle en même temps. Mais le plus important ici, pour nous, c'est d'être forts militairement. Et nous devons tous lutter pour que l'embargo contre la RDC sur l'achat des armes par la RDC, soit levé une fois pour toutes. Et j'invite les associations de jeunes, de la société civile, tout ça, en manifestant pour soutenir le FRDC, manifestons aussi pour exiger la levée de cet embargo injuste. Philippe Kazadi, je rappelle, vous êtes secrétaire national chargé de communication de l'ADP, ce parti politique, cher Christophe Lutondola. Je vous dis merci d'avoir répondu à cette Alliance des invitation. démocrates pour le progrès, je vous remercie de m'avoir invité et je crois que j'ai pu contribuer à l'éclairage sur certaines questions qui assaillent notre actualité. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est par ici que nous mettons un terme à votre émission Zoom, que vous avez bénéficié de réflexions, des analyses pointues de notre invité, qu'il s'agissait de Philippe Kazadi. Une émission réalisée par Moro Njambe. Bruno Ndinga était du côté de la régie, Olivier Longwango à la prise de vue, Doudou Moutiri Hamilton à la production. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission Zoom pour parler toujours Congo, rien que Congo pour le développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Restez donc branchés sur votre chaîne Canal Congo Télévision. Au revoir.